Salut, c'est Tao, j'espère que ça va. Comme tous les dimanches désormais, on se retrouve dans Pas touche avant catch, votre podcast hebdomadaire pour parler de catch. Au programme aujourd'hui, le catch en France, AEW Dynamite 1 an, le bilan, et on finira l'émission avec le débat de la semaine sur lequel on reviendra la semaine prochaine. C'est parti. Attrape! Et dans le premier sujet de cette semaine, on va parler du catch en France. Je préfère dire le catch en France plutôt que le catch français, tout simplement parce que pour moi il n'y a pas de style français, hein. C'est juste du catch mais en France. Le style français n'existe pas pour moi, c'est vraiment le catch en France, hein. C'est tout simplement, c'est juste ça. Donc voilà, je voulais un petit peu remettre d'abord en place mon contexte à moi, mon contexte bien sûr pour se remettre en place pour que vous compreniez un petit peu pourquoi j'ai cet avis là peut-être. Qu'on puisse en débattre également en commentaire ou sur Twitter, n'hésitez pas. Peut-être qu'on en reviendra sur la semaine prochaine, voilà. Donc, pour le premier point, mon contexte, c'est tout simplement, voilà, je suis lyonnais, donc j'habite sur Lyon, je suis dans une région où il n'y a pas beaucoup de catch, voire quasiment pas, voire pas du tout, ça dépend comment on se place. Donc, je n'ai jamais vu un show de catch en France, en tout cas un show de catch de promotion française en France, voilà. Peut-être que je vais me faire taper sur les doigts, j'espère pas, mais en tout cas voilà. Et du coup j'ai assisté déjà à des shows de catch bien sûr, j'ai assisté à la TNA en 2011, également à la WWE il y a quelques années maintenant à Paris. Voilà, la TNA quand ils étaient venus en France c'était très rare, hein. Il me semble que c'était qu'une seule année, ils sont passés par Lyon, donc j'ai eu la chance d'aller voir la TNA à Lyon à l'époque de Jeff Hardy Hill, pour ceux qui se rappellent de cette période que j'ai beaucoup apprécié du côté de la TNA. Coucou à mon Wingreen, bisous à toi. Également, je suis de plus en plus actif sur Twitter, @taophilpw, donc je partage un peu plus mon avis, j'essaye de partager en tout cas un peu plus mon avis pour faire des rencontres, pourquoi pas, faire des magnifiques rencontres comme j'ai pu le faire déjà, faire des rencontres un petit peu moins agréables comme j'ai déjà eu le cas également, mais voilà, je voulais tout simplement partager mon avis sur Twitter, donc du coup je me suis intéressé un peu plus au catch en France. Également il y a des chaînes YouTube qui m'y ont beaucoup intéressé, comme notamment les rebuts du catch, coucou à Cody et Enzo qui m'ont vraiment beaucoup appris sur le catch en France et qui m'ont fait impliquer en tout cas dans cette partie du catch que je ne connaissais pas vraiment. Également 3CFM de Stury qui m'a aussi beaucoup appris sur le catch en France, donc voilà, merci à ces deux chaînes YouTube que je vous invite à aller voir si vous n'êtes pas abonné, ce qui m'étonnerait beaucoup, je vous avoue quand même. Voilà. Donc du coup je connais le catch en France par des shows que j'ai vus sur mon ordinateur. Je vous invite également à aller voir, il y a beaucoup d'incartades dans cette intro de sujet. Je vous invite à aller voir la vidéo qui est sortie sur la chaîne, qui est désormais la première vidéo de la chaîne, étant donné que les autres sont non répertoriés, sur notre avis sur un show de catch français. Voilà, on réagissait à un show de catch français qu'on était en train de regarder en live, c'était ICWA, donc la ICWA, Handicatch 4, Handicatch numéro 4, le show numéro 4, Handicatch, qui était un show assez sympathique dans le fond, mais je vous invite à aller voir la vidéo, à écouter la vidéo, si jamais vous avez envie de savoir notre avis, parce que voilà, on en parle dans cette vidéo-là, du coup, et je vais pas m'attarder sur celle-ci. Voilà, donc du coup, c'est le premier show de catch en France, de promotion française que j'ai pu voir en intégralité. Depuis, j'en ai vu pas mal quand même. J'ai également acheté la première saison de Résistance de APC, qui m'a plutôt plu, je vous avoue, à part quelques détails, peut-être que je reviendrai sur cette vidéo, mais je sais pas encore. Et voilà, donc du coup c'est un petit peu pour mettre en place le contexte de quel fan je suis, pour un petit peu que les gens comprennent. Voilà, je fais une petite aparté encore une fois pour montrer, pour dire tout mon soutien aux victimes du mouvement Speaking Out. Voilà, il y en a eu beaucoup en France et c'est pas négligé. Je vais pas m'attarder sur les gens qui ont été impliqués, mais en tout cas les victimes se reconnaissent, même si j'aime pas trop ce terme de victime, mais en tout cas un énorme soutien, et j'espère que ce genre de choses se fera de moins en moins, voire plus du tout à terme dans le business du catch, d'ailleurs dans le monde entier. Voilà, donc du coup, ce sujet, c'était surtout pour parler de la légitimité dans le catch en France. Ces derniers temps, j'ai un petit peu tweeté mon avis sur ça, donc du coup, je suis forcément tombé sur des gens qui étaient en contradiction avec moi, et d'ailleurs, j'aime bien tomber sur des gens en contradiction avec moi pour avoir leur avis, mais je voulais parler de la légitimité du catch. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est légitime ou pas de parler du catch en France, du catch français, comme les gens aiment bien le dire. Et je me demandais qu'est-ce qui était légitime. J'ai eu beaucoup d'avis sur ça, j'ai tweeté un petit tweet un petit peu accrocheur, on pourrait dire, qui a fait pas mal réagir,
où je disais cet argument du si t'es pas monté sur un ring de catch, tu peux pas parler, n'était pour moi pas du tout un argument. C'est vraiment ridicule. Et que les catcheurs et catcheuses, même pourquoi pas, même si j'ai pas vu forcément des catcheuses en parler, les catcheurs qui utilisaient cet argument pour débattre avec des gens étaient pour moi juste des hypocrites qui ouais, d'un seul coup j'attaque fort, hein. Qui étaient pour moi des hypocrites du coup qui voulaient juste pas se remettre en question, et du coup ils préféraient dire t'as pas parlé parce que t'es pas monté sur un ring de catch. Voilà, je suis tombé sur des avis qui étaient en contradiction avec moi, donc du coup même des catcheurs, hein, des anciens catcheurs et des catcheurs qui m'ont dit bah effectivement t'as pas le droit de parler si t'es pas monté sur un ring, si t'as pas pris des chutes, si tu t'es pas entraîné avec les meilleurs, si t'as pas fermé ta gueule, des choses comme ça, et des personnes très bienveillantes avec qui je suis plutôt en accord du coup, qui me disaient le contraire, qui me disaient non, c'est faux, t'as pas à avoir pris des chutes pour être légitime pour parler de catch, et surtout pas en France parce que c'est vraiment un milieu assez, je vais pas dire précaire, mais qui est pas forcément des plus adéquats pour pouvoir travailler à plein temps et devenir catcheur professionnel. Voilà. C'est pas forcément un débat sur lequel je m'intéresse forcément, parce que comme je vous ai dit, je me suis pas non plus tant impliqué que ça dans le catch en France. Mais forcément, par rapport aux réseaux sociaux, des choses comme ça, des choses sur lesquelles j'ai pu voir, des shows que j'ai vus, que j'ai achetés, que j'ai pu voir, je me suis fait un avis, forcément, comme à peu près tout le monde. Et pour moi, il n'y a vraiment pas de raison que je sois moins légitime qu'un autre. Peut-être que, voilà, je connais pas le business, il n'y a pas de souci. Mais je regarde un show et forcément, en tant que fan de catch, je l'analyse quelque peu. Hein. Voilà, je suis pas non plus juste un consommateur bête et méchant. Si j'ai créé une chaîne de catch, et si vous m'écoutez sans doute, c'est parce que vous êtes aussi fan de catch, donc forcément vous avez à un moment ou un autre analysé un match de catch ou un show de catch pour dire ça c'était bien, ça c'était pas bien, ça c'était bien fait, des choses comme ça. Et voilà, donc du coup je me retrouve à être quelqu'un qui me suis jamais déplacé pour un show de catch en France, mais qui commence à avoir un amour pour le catch en France, qui a envie de le voir se développer énormément, qui a envie de voir les gens un petit peu hypocrites du business partir tranquillement, voilà, hein, peut-être une petite blessure ou une petite retraite anticipée, ça ferait pas de mal pour certains. Voilà, j'assume ce que je dis, il n'y a pas de souci, voilà, c'est pour rigoler surtout. Mais j'aimerais bien voir un milieu de catch en France beaucoup plus sain, comme des catcheurs avec qui je peux discuter, qui sont très ouverts d'esprit. Bien sûr, le tweet que j'avais mis à la base était destiné à une personne en particulier. Je vais pas forcément citer son nom, peut-être que je vais le citer, mais c'est vraiment pas une attaque méchante. Hein. C'est vraiment ce que j'ai en tout cas pu voir, pu entendre de ça, et qui pour moi je trouve pas correct en tout cas pas pour faire évoluer le catch en France. Mais voilà. On a plusieurs promotions en France, pour ceux qui ne le savent pas, je vais citer toutes celles que je connais en tout cas, peut-être qu'il y en a d'autres que vous connaissez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais du coup on a forcément APC, West Catch, on a la Tiger Pro Wrestling qui est dans le sud de la France si je ne me trompe pas, on a la Wrestling Pro Essonne qui est comme son nom l'indique en Essonne, c'est des promotions majeures, on a également ICWA qui est l'une des plus vieilles promotions en France, si ce n'est la plus vieille en France, je sais pas, peut-être que je me trompe. On a la Racing Star, qui est aussi une promotion un petit peu à part, hein, qui fonctionne vraiment indépendamment, donc je pourrais pas du tout juger leurs produits parce que je l'ai jamais vu, et ils marchent un petit peu sur un circuit fermé, alors pour l'instant c'est un petit peu compliqué pour moi de parler de ça. Et il me semble que c'est à peu près tout, peut-être que j'en oublie. On a également Atlas Wrestling Club, à qui j'apporte tout mon soutien et que j'espère les prochaines années seront bienveillantes pour vous, riches pour vous. Il y a également la Rix Catch, que malheureusement j'ai pas pu voir encore de show. J'ai vu quelques matchs qui sont disponibles sur leur chaîne YouTube, je vous invite à aller le voir, qui est un énorme projet que je trouve très très ambitieux pour le coup. On a NWC, donc la Niort Web Catch, il me semble, quelque chose comme ça, peut-être que je me trompe, hein, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Et si je ne me trompe pas ici, on a toutes les promotions, en tout cas que je connais. Peut-être qu'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais en tout cas j'ai pas eu forcément vent de ces promotions-là, ou peut-être que je les ai juste oubliées. Voilà, donc comme je l'ai dit, j'ai regardé la première saison d'APC, on va faire un petit aparté sur ça pour que je partage mon avis. Première saison d'APC, pour moi c'était pas une première, parce que j'avais déjà regardé quelques shows d'APC, notamment avec des petits guests qu'ils ont invités, donc on a eu Will Ospreay, il me semble, on a eu Matt Sydal aussi, quelques catcheurs surtout britanniques qu'on a eu, et c'était vraiment un plaisir de voir ces shows, et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Également, je m'y suis intéressé pour des catcheurs que je trouve très très charismatiques, comme Senza Volto et Tristan Archer,
qui catchent régulièrement dans ces promotions-là. Donc voilà, je voulais soutenir le mouvement du catch en France, soutenir un petit peu cette période creuse dans laquelle on est encore actuellement, donc la période du Covid. Le Covid, je dis le Covid, on va m'arrêter. Je dis pas la Covid, je dis le Covid. Et allez vous faire foutre, voilà. Et du coup, je voulais soutenir le projet. Je me suis dit, ils tentent quand même de faire quelque chose, dans un but un petit peu fermé, mais quand même essayer de faire quelque chose. Et je me suis dit, vas-y, je vais tester. Peut-être que je vais changer d'avis sur des catcheurs que j'apprécie pas ou que j'apprécie. Voilà, on va tenter ça. J'ai pas les résultats sous les yeux. Peut-être que je vais les trouver en direct avec vous. Donc je vais essayer de combler ce magnifique trou que je suis en train de mettre pour parler de ça. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge, on est en début de vidéo, il est très tôt pour moi. Hop, APC, résistance, saison 1, résultat, hop là, voilà. Alors, est-ce que vous êtes choqués? J'espère pas. Donc voilà, le premier show, c'était déjà une saison qui était mise sous l'honneur, on va dire, du show de catch pour le titre APC. Voilà, le titre APC était, on va dire, remis en jeu dans un tournoi qui a tenu à peu près tous les épisodes. Donc on a eu 4 épisodes de à peu près 45 minutes, 1 heure, il me semble, si je dis pas de bêtises. Où du coup on avait des matchs pour le tournoi, pour couronner le champion APC, ou alors une chance pour le titre APC. C'était pas très clair, j'ai pas très bien compris, je vous avoue. N'hésitez pas à me corriger en commentaire, hein. C'est pas grave de pas comprendre, tant que vous me prenez des choses aussi, voilà, c'est un échange d'un à l'autre. Vous m'écoutez, vous écoutez ma voix monotone, vous écoutez mes bégaiements, et moi en échange j'apprends des informations de vous, voilà, c'est c'est donnant-donnant. Donc du coup on a eu un premier épisode, avec des matchs de qualification, voilà, des quarts de finale, des choses comme ça. Je vais pas forcément revenir, voilà, je voulais revenir dessus, mais finalement je vais pas revenir dessus. Je vais revenir un petit peu sur les choses que j'ai pas notées, parce que j'ai rien noté, mais sur lesquelles je me suis un petit peu attardé. Voilà, je suis un assez grand fan de Rick Salem, j'avoue que j'adore son personnage, même si je le trouve pas encore assez profond, j'aimerais vraiment qu'il soit encore, pourquoi pas, plus caricatural dans le visionnaire, bien sûr, mais j'adore son style, j'adore son catch, je trouve qu'il a un physique qui passe vraiment super bien à la caméra, c'est vraiment super cool. Donc voilà, j'ai été étonnamment surpris de Rick Salem pendant cette saison, que j'ai trouvé vraiment sympathique. Également, Aigle Le Blanc, que j'ai pu voir encore plus. Je savais que ces derniers mois, ces dernières années, même on pourrait dire, c'est un catcheur qui a quand même beaucoup montré. Il a commencé à catcher à l'étranger, il a eu des matchs également, il me semble, en Turquie, dans une promotion turque avec des catcheurs reconnus comme ah mince, j'ai plus son nom, je suis vraiment désolé. Mince, je suis Matt Cross, voilà, j'allais dire Matt Sydal, mais pas du tout. J'allais dire Matt Sydal, du coup je me suis arrêté parce que j'avais peur de dire une bêtise. Voilà, mais du coup Matt Cross, voilà, il a affronté quand même des bons catcheurs. Tristan Archer, qui est, qu'on le veuille ou non, un pilier du catch en France. Je reviendrai peut-être sur son cas à lui, même si c'est pas personnel, hein, bien sûr, c'est juste mon avis. Donc voilà, il y a forcément des gens qui sont pas d'accord avec moi. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, c'est pas grave du tout. Voilà, donc Senza Voto qui est également présent, et mon grand étonnement, il y avait Mike DiVecchio, catcheur d'origine belge, il me semble, qui était présent et que j'ai beaucoup apprécié quand j'ai regardé le show ICW Handy Catch, donc du coup avec la vidéo qui est sur la chaîne, qui est disponible sur la chaîne, où je le connaissais pour la première fois. Voilà, c'était la première fois que je le voyais et que j'ai trouvé incroyable. Voilà, je l'ai trouvé très charismatique, je l'ai trouvé très bon, et encore une fois, je l'apprécie le voir. Pour moi, il me fait penser vraiment à un Batista dans ses débuts de carrière. Et c'est pour moi un énorme compliment, parce que je suis un fan de Batista. Pas un très grand fan de Batista, mais en tout cas un fan de Batista. Je trouve vraiment qu'il a un très bon personnage, et un catch qui est très agréable, qui va totalement avec son catch, avec son personnage. Voilà, c'est tout ce qui est un bon package, comme on aime. Et Mike DiVecchio, c'est totalement ce que j'ai retrouvé dedans, et que j'apprécie beaucoup, donc j'ai hâte de voir la suite. Senza Volto, c'est un catcheur qui prouve qu'il est, à chaque show, qu'il est vraiment, lui, pour le coup, devenu le pilier du catch français pour moi. Il catch beaucoup à l'étranger, même s'il catch beaucoup moins en France forcément, mais c'est voilà, il évolue sans cesse. Il y a quelques mois, quelques années maintenant, il a changé son masque, sa tenue, pour avoir quelque chose un petit peu plus pro. Et voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment en constante évolution, et j'apprécie vraiment suivre sa carrière, même si j'aimerais suivre plus sa carrière, mais forcément le catch en France c'est beaucoup moins présent sur les réseaux, sur les choses comme ça, c'est beaucoup moins accessible, donc d'ailleurs j'aimerais bien que ça change. Voilà.
Il y a eu des catcheurs aussi que j'avais déjà vus, comme MBM et Ultima Sombra, qui m'avaient pas forcément fait un grand effet, que j'ai pu revoir et du coup forcément faire un meilleur avis. Des catcheurs un peu plus obscurs, comme Valeden, que je connais surtout par rapport aux réseaux sociaux, mais j'ai rarement vu son catch à lui, donc j'étais très content également. Chose assez surprenante que j'avais jamais forcément vue, c'est les catcheuses féminines qui sont présentes dans cette première saison de Résistance, donc Delia et Marie-Anne, qui m'ont vraiment bluffé. Voilà, je m'attendais, je vous avoue, je m'attendais à rien du tout. Je pensais qu'elles oula, je commence à bégayer bien là. Je pensais qu'elles allaient vraiment avoir une performance que moi je considérais médiocre, mais pas du tout, vraiment, elles ont bien joué avec leur personnage. L'histoire avec Ravage était vraiment, et Kuro était vraiment super sympa à suivre, c'était un peu un fil rouge, un peu comique. J'ai vraiment beaucoup apprécié suivre cette partie-là. Et voilà. C'était une saison qui était assez agréable, en tout cas pour moi sur les 2 premiers épisodes, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et puis je me suis vite rendu compte que malheureusement, mais ça c'est surtout par des contraintes logistiques j'imagine, et forcément dû à la période, que on se retrouve avec les mêmes catcheurs tout le temps. Voilà, tous les épisodes c'est toujours les mêmes catcheurs qui se retrouvent dans une autre situation. Donc certes ça crée un certain attachement aux catcheurs qui sont présents, mais ça tourne vite en rond je trouve. Donc voilà, malheureusement, je n'ai pas beaucoup apprécié. Je fais un petit carton rouge sur un catcheur que j'ai vraiment pas du tout apprécié, que pour le coup je connaissais pas du tout. C'est Xandrain. Voilà, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts encore, mais j'ai pas du tout apprécié le personnage de Xandrain qui m'a vraiment rendu mal. Voilà, j'étais vraiment dans le malaise quand il est apparu, quand il catch avec ses cris asiatiques, j'imagine. Voilà, j'aime pas du tout ce personnage. Donc je peux pas du tout m'impliquer avec lui. Voilà, autant physiquement, je trouve qu'il a l'air plutôt baraque, qu'il a l'air de vraiment se prendre en main, et ça c'est très appréciable. C'est le genre de détails, enfin qui sont même pas des détails, d'ailleurs ça devrait être la base pour un catcheur, d'être présentable. Mais voilà, c'était vraiment, physiquement il était vraiment impeccable, mais par contre son personnage pour moi c'est du malaise. Voilà, c'est du malaise en barre. Et c'est pas du bon malaise, voilà, c'est pas du malaise comme quelqu'un qui essaie de faire de l'humour et je me dis oh là là il est bête MDR. Là c'est vraiment juste j'ai envie de plus regarder en fait. Voilà, ça me fait un peu le même effet que Baron Corbin finalement. Mais encore plus malaise, parce que voilà, Baron Corbin je me dis ça se trouve il va prendre plein la gueule et ça va être sympa. Là Xandrain, même s'il en prend plein la gueule, je serais sans doute dans le malaise. Voilà, donc c'était petit point sur Xandrain, c'est pas personnel, hein. Si jamais tu écoutes ça, ce qui m'étonnerait, c'est pas du tout personnel, c'est vraiment ton personnage que j'arrive pas du tout à apprécier. Après bon, il en faut pour tout le monde. Voilà, donc si des gens sont très contents de ça, bravo à vous, moi j'y arrive pas du tout en tout cas. Voilà. Je m'attarde vite fait sur le cas de Tristan Archer. Je le fais en vidéo, je l'ai jamais fait en vidéo, je l'ai fait un petit peu sur Twitter, très rapidement, mais sans plus. Mais là, je vais vraiment le faire en vidéo. C'est un point qui va sans doute me faire peut-être fermer la chaîne, peut-être que je vais recevoir des masses d'insultes, mais pourquoi pas. Tristan Archer, c'est un catcheur qui, comme je l'ai dit déjà, qu'on soit d'accord ou non, est un pilier du catch en France. C'est un pilier, voilà, il a catché au tournoi des poids juniors du côté de WWE, le classique Cruiserweight classique. Voilà, il a fait une très bonne performance contre Cedric Alexander, qui est maintenant régulier du côté de WWE. Il commence à catcher un petit peu à l'étranger, il a catché également à la Progress, des choses comme ça. Et j'apprécie beaucoup voir son catch. J'apprécie également son personnage, voilà, parce que je suis fan également de manga, donc tout ce qui est référence Dragon Ball et choses comme ça, j'apprécie beaucoup. Chose que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié sur le show Andy Catch numéro 4, quand il est arrivé avec cette armure Saiyan que j'ai vraiment adoré. Voilà, j'ai vraiment adoré. Mais la chose qui m'interpelle sur lui, c'est que j'ai l'impression qu'il stagne. Voilà, sur le catch en France. Voilà, je dis les mots. Peut-être que des gens vont pas du tout apprécier, mais je le fais vraiment respectueusement parce que c'est vraiment un catcheur qui, dès qu'il est dans un show, voilà, j'apprécie ce qu'il fait, il y a vraiment aucun problème. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière qui moi, me dérange fortement. Donc je pense qu'il sait qu'il est doué et que c'est l'un des plus grands piliers du catch en France, ça y a pas de souci. Mais peut-être que je me trompe également, hein, peut-être qu'il se repose sur ses acquis, chose sur laquelle j'ai du mal, et qu'il y a un problème d'évolution peut-être dans son personnage. Moi j'aimerais vraiment beaucoup voir un Tristan Archer heel
mais vraiment un peu comme Roman Reigns d'ailleurs actuellement, voilà, ça fait un petit peu écho à l'actualité, mais Roman Reigns actuellement, c'est voilà, c'est le chef de la tribu, comme il ose le dire, et qui est badass, et qui, voilà, il fout tout le monde en l'air, et j'aime vraiment beaucoup voir, en tout cas Tristan Archer dans cette configuration-là, donc un heel badass qui défonce tout le monde, et qui dit, voilà, je suis le pilier du catch français, parce que certes, il y a une part de vérité dans ça, mais j'ai du mal avec son côté face, avec son côté appréciable, avec le Tristan Archer qui a envie d'être face et apprécié de la foule, parce que à ce moment-là, moi je trouve que ça fait extrêmement faux. Voilà, j'apprécie extrêmement Tristan Archer en heel. Pour moi, c'est vraiment incroyable. C'est voilà, quand c'est un connard fini, j'ose le dire, quand il insulte ses adversaires, quand il insulte un petit peu les fans et tout, c'est vraiment super plaisant. Donc j'aimerais vraiment beaucoup le voir en tant que pilier du catch français, heel, et qui s'impose, mais incroyablement, je pense que ça se passerait super bien. Et également, j'ai un problème aussi avec sa tenue de ring. Certes, le liberté, égalité, décapité ne plaît pas à tout le monde. Moi, je trouve que c'est vachement accrocheur, que ça passe très très bien. Mais j'aimerais vraiment voir un personnage défini. J'ai aussi du mal, je vous avoue, avec les catcheurs qui n'ont pas de genouillère. Voilà, c'est un petit détail qui peut-être pour vous veut rien dire, mais alors pour moi un catcheur qui a pas de genouillère, ça me perturbe mais grandement, donc peut-être qu'il y a aussi ce facteur-là qui porte pas de genouillère régulièrement, d'ailleurs peut-être qu'il en porte même plus du tout maintenant, mais ça me perturbe vraiment beaucoup, et j'aime vraiment beaucoup qu'il accentue encore plus son personnage pas de geek, mais de fan de Dragon Ball surtout. Et voilà, moi j'ai envie de voir, je le dis clairement, j'ai envie de voir un Tristan Archer, chef de la tribu, chef du catch en France, heel, à la Vegeta, voilà, à la Prince Vegeta, le mec fier, arrogant, qui a envie de défoncer tout le monde, qui peut en profiter pour mettre un petit peu en avant ses adversaires, mais qui est le prince, voilà, c'est le prince du catch en France, et j'aime vraiment beaucoup voir un Tristan Archer dans cette configuration-là, qui pour moi, peut-être me ferait, en tout cas, peut-être plus suivre sa carrière, et je pense que ça pourrait vraiment apporter encore plus à ses adversaires, qui pour le coup pourraient profiter du fait qu'il soit heel pour être des combattants émérites face à lui, que ce soit en face ou en heel d'ailleurs, hein. Heel contre heel ça se fait tout à fait, mais voilà, j'aimerais vraiment beaucoup voir ce genre de choses. Voilà, je m'arrête sur le cas de Tristan Archer, sinon je pourrais y passer des heures. Mais voilà, APC Résistance saison 1, c'est un show que j'ai plutôt apprécié, hein. Je vais pas dire que j'ai détesté, mais que j'ai trouvé très redondant facilement. Malheureusement, c'est les aléas de ce qui se passe en ce moment. Enfin, ils étaient limités, j'imagine, à un nombre de catcheurs dans l'arène, dans la promotion. Donc forcément, ils sont tournés qu'avec ces catcheurs-là, et ça tourne vite en rond. Donc voilà, par contre les performances des gens présents est très bonne. Petite également aparté sur Christianium que j'apprécie beaucoup, mais par contre faut pas catcher en t-shirt, c'est pas possible. Je peux pas voir quelqu'un, surtout qu'en plus c'est pas ta tenue de ring, ça se voit que c'est pas ta tenue de ring, voilà, je me permets de te tutoyer, mais voilà, ta tenue de ring avec cette tenue qui est très jolie en dessous, et puis d'un seul coup t'as un t-shirt, c'est pas possible, il faut enlever les t-shirts quand t'as des tenues qui sont pas faites pour avoir un t-shirt. Voilà. Voilà également, donc du coup je suis tombé sur Rick's Catch, j'ai vu quelques matchs qui sont disponibles sur leur chaîne YouTube encore, je sais pas si elle est encore disponible, mais en tout cas je vous invite à aller voir. NWC j'ai également vu des shows, même si c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, mais voilà, c'est quand même une bonne promotion qui essaye de faire des choses. Et Atlas, sur lequel je suis tombé, peut-être que ça va faire un petit peu bizarre aux gens de parler d'Atlas, mais voilà, faut en parler quand même, hein, c'est une promotion en France. Donc voilà, Atlas Wrestling Club, qui est une promotion qui m'intéressait directement dès la création. Je trouve la proposition très intéressante, donc on a une identité directement autour de Atlas Wrestling Club. On a quelque chose de proposé, voilà, avec une thématique autour des dieux grecs, que j'apprécie beaucoup. Voilà. On a un cadre directement autour de la promotion, et moi j'adore ça. Je trouve ça très cool quand t'arrives quelque part et tu comprends directement où je suis atterri, et c'était vraiment très cool. Ils ont mis en avant des catcheurs étrangers assez jeunes que j'apprécie beaucoup, comme Scotty Davis, qui était un catcheur que j'appréciais vraiment beaucoup, qui était assez jeune, il me semble qu'il avait 22 ans, des choses comme ça, donc voilà, c'est vraiment le genre de choses que j'ai envie de voir, et ils mettent aussi en avant des catcheurs français, sur lesquels je voyais beaucoup moins d'exposition, donc ça aussi c'était une proposition très intéressante. Voilà, Westcatch je m'intéresse pas plus que ça, parce que je pense que la plupart des gens qui m'écoutent connaissent, par rapport à Sturé également qui était impliqué dans ça.
Malheureusement, depuis que Sturi est parti, apparemment la promotion ne veut pas faire d'efforts, donc on se retrouve un petit peu au point mort du côté de Westcatch, qui est une promotion très intéressante. Et également, il faut changer le logo. Je le dis comme ça en criant, en m'approchant très près du micro. Il faut changer le logo Westcatch, c'est pas possible, il est immonde. Voilà, merci à ceux, n'hésitez pas d'ailleurs à créer des logos et à l'envoyer à Westcatch, même si vous n'êtes pas rémunéré. Je sais que ça peut faire débat, mais on sait pas. Voilà, donc du coup, je vais revenir sur le sujet de la légitimité du catch, qui était le sujet principal, maintenant qu'on a un petit peu fait le tour des promotions que j'ai regardées pour donner un petit peu mon avis. La légitimité dans le catch, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il faut forcément avoir pris des chutes, comme on peut dire, pour parler du business du catch ? Pour moi, c'est pas du tout le cas. Pour moi, tout le monde peut parler de catch, tout le monde peut parler du business du catch, même si tu connais pas forcément tout du business du catch, tu peux parler du business du catch, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, c'est ce qu'on a un petit peu voulu montrer sur la chaîne en parlant avec Megan, qui est pas du tout fan de catch, que n'importe qui peut parler de catch, pardon, et c'est pas un problème. Voilà, on peut apprendre les uns des autres, il n'y a pas de souci. C'est voilà, tant qu'on fait dans le respect les uns des autres, il n'y a pas de souci. Voilà, on a tous un avis différent, mais le truc important, c'est toujours de savoir ce qu'il en est et comment faire pour avancer, pour faire évoluer ce milieu. Parce que pour moi, la chose la plus importante dans le catch en France, dans le catch français, c'est de le faire évoluer. C'est de faire en sorte que ça devienne de plus en plus important, que les catcheurs et catcheuses présentes dans les shows puissent vivre de ça, et uniquement de ça, puissent avoir une situation stable pour pouvoir se mettre à 100% dans le monde du catch, puissent pourquoi pas avoir une opportunité dans des promotions beaucoup plus grosses, et pourquoi pas à terme même être engagé dans la plus grosse promotion, donc la WWE comme l'a fait également Amal, mais dans d'autres promotions majeures, et puissent voir ailleurs que seulement des petits villages en Bourgogne ou en Bretagne plus. Même si j'ai rien contre les villages en Bretagne et en Bourgogne, mais voilà, j'ai envie que les catcheurs puissent vivre de leur passion, ce qui est pour moi la chose principale quand tu commences le catch, et j'espère que ce sera le cas dans l'avenir. Donc pour moi, il faut d'abord penser à ça, avant de penser à notre petit ego de catcheur ou de catcheuse ou de fan, en disant oui, il faut d'abord prendre des chutes avant de parler de mon business, ou des choses comme ça. Pour moi, ça n'a vraiment aucun sens. J'arrive pas à comprendre comment, dans le monde du catch, des protagonistes qui sont plus ou moins importants d'ailleurs, puissent dire des choses comme ça, alors que clairement, dans tous les autres corps de métier, ce n'est pas le cas. Voilà, quelqu'un qui est fan de cinéma, qui fait des vidéos sur le cinéma, comme des vidéos comme Durandal, comme Jack au ciné, comme le Fossoyeur de film, c'est des mecs qui ne sont pas réalisateurs, qui sont pas acteurs, même s'ils en font sur YouTube. C'est pas leur métier en fait, donc j'arrive pas à comprendre. C'est comme si quelqu'un regardait une vidéo de Durandal, pourquoi j'ai raison, vous avez tort, de Durandal, et à la fin disait mec, pourquoi tu parles de ça, t'as aucune légitimité, t'es pas réalisateur. Ça n'a aucun sens. En fait, tu peux analyser quelque chose sans pour autant être dans du métier en fait. Tant que tu comprends ce que tu regardes, ou en tout cas tu penses comprendre ce que tu regardes, il n'y a vraiment aucune raison sur lequel tu pourrais ne pas en parler. Pour moi, ça n'a aucun sens de dire que tu peux pas parler si t'as pas pris de chute. Je me répète, mais j'arrive vraiment pas à comprendre cet argument, et je trouve vraiment que les personnes qui érigent cet argument comme vérité sont réellement dans l'erreur, parce qu'ils n'arrivent pas à se remettre en question, et qu'ils n'arrivent pas surtout à se remettre en question par rapport à l'avis des fans de catch, qui pour moi est un avis important, même si c'est pas le seul avis d'ailleurs, hein. Il faut quand même continuer à suivre un petit peu sa voix quand on est fan de quelque chose, mais c'est quand même un avis à prendre en compte. Voilà, je pense que des gens comme voilà, des réalisateurs reconnus comme Christopher Nolan, comme Zack Snyder entre autres, des choses comme ça, sont pas des acteurs, et pourtant ils proposent quand même des films avec des acteurs qui sont quand même bons. Voilà, donc je comprends pas pourquoi. Voilà, c'est comme si tu disais à Zack Snyder et à Christopher Nolan de pas parler de cinéma, ou pas parler de casting ou de jeu d'acteur, parce que vous êtes pas acteur. Ça n'a pas de sens. Voilà, vous vous rendez compte un petit peu à quel point c'est ridicule peut-être quand je fais cette comparaison, mais c'est totalement le cas, et ça devrait être le cas dans le monde du catch. On devrait pouvoir poser notre avis, et pourquoi pas même s'impliquer dans le milieu, même si on n'est pas catcheur ou catcheuse professionnelle. Il n'y a aucune raison pour laquelle, en dehors de notre ego, ces gens-là ne veulent pas accepter les critiques, et surtout ne veulent pas accepter l'aide de personnes qui n'ont pas pris de chute. Voilà, je m'arrête ici parce que sinon je peux encore faire 1 heure de vidéo. Il n'y a pas de souci sur ce sujet, on est vraiment à fond. On va parler d'AEW Dynamite. Voilà, j'ai pris quelques notes sur AEW Dynamite.
Donc si vous entendez des clics, bien sûr, comme d'habitude, vous le savez, c'est parce que j'ai des petites notes aussi en même temps. On va parler de AEW Dynamite pour les 1 an. 1 an de AEW Dynamite, c'était le 2 octobre. Actuellement, on est le 4 octobre, le dimanche 4 octobre. Et voilà, il y a 2 jours, c'était les 1 an de AEW Dynamite, le show hebdomadaire de AEW. Voilà, depuis 1 an, on a fait un petit peu du chemin du côté de AEW, on a fait beaucoup de choses. Donc je voulais un petit peu revenir sur ça, sur l'évolution qu'il y a eu, les points positifs, les points négatifs, parce qu'il y en a. Hein, on va pas se mentir, il y a eu des points négatifs. Il y en a encore actuellement, il y en aura sans doute encore à l'avenir, mais c'est pas grave, le sujet, c'est surtout de faire un petit peu le bilan. Et d'espérer le meilleur pour AEW Dynamite, comme pour les autres promotions d'ailleurs, pour avoir toujours le meilleur catch possible, que ce soit dans n'importe quelle promotion. L'important, comme je l'ai dit, c'est le catch qu'on nous présente. Voilà, AEW Dynamite, du coup, comme je l'ai dit, hop, mince, il manque une page, je suis en train de la chercher en même temps. Hop, AEW Dynamite du 2 octobre, on va commencer avec ça, hein, le 2 octobre, le premier show AEW Dynamite. Quand on a été dit, le show avait commencé, c'était à Washington DC, le premier show de AEW Dynamite, c'était à Washington DC, donc la capitale des États-Unis. C'était sans doute fait exprès d'ailleurs. Voilà, on a commencé avec cette équipe de commentateurs de Jim Ross, Excalibur et Tony Schiavone, le fameux It's Ross Time. Ceux qui regardent Botchamania, vous savez sans doute de quoi je parle. Et le show a commencé très rapidement, enfin tout de suite d'ailleurs, avec un match. C'était Cody qui affrontait Sammy Guevara. Cody qui était accompagné bien sûr de sa femme Brandi Rhodes. Je me rappelle plus s'il y avait des explosifs pour Cody, mais sans doute qu'il y avait 1 millier d'explosifs pour son entrée. Et qui affrontait Sammy Guevara, qui était à l'époque la nouvelle recrue, la nouvelle jeune recrue, qui était encore face. Et oui, à ce moment-là, il était encore face. Et c'était un très très bon match qui a duré, il me semble, une vingtaine de minutes. Quelque chose comme ça, voilà. Ils avaient vraiment envie de mettre en avant Sammy Guevara pour ses talents de catch. Et c'était pour moi un très très bon match, qui était d'ailleurs assez étonnant pour commencer un premier show hebdomadaire. C'était un match long qui prenait, je vais pas dire qu'il prenait son temps, mais qui était vraiment très bien mené, avec bien sûr une victoire de Cody. On va pas non plus se mentir. Mais voilà, le show, enfin la victoire de Cody s'ensuit par une interview de Tony Schiavone, et rapidement on a Chris Jericho qui vient attaquer directement Cody, parce qu'à ce moment-là, Chris Jericho était devenu le premier champion AEW dans le pay-per-view qui avait eu lieu en août, qui était All Out 2019. Il avait réussi à remporter le titre contre Hangman Page. Et du coup, Cody était devenu le prochain challenger. Va s'en suivre un programme entre les deux, bien sûr, qui va amener jusqu'à Full Gear, où Cody remettait en jeu son opportunité. Il disait, voilà, si je gagne pas ce titre AEW, eh ben je ne me proposerai plus jamais pour être challenger numéro 1 pour le titre AEW. Voilà, en gros, c'était ça. À l'époque également, Cody était accompagné par MJF, qui était son bras droit et qui était face, façon de dire, hein, il était plutôt, toujours arrogant, mais plutôt du côté de Cody, du coup, voilà. On a eu du coup ensuite un match avec Brandon Cutler, qui est l'ami des Young Bucks, pour ceux qui ne le savent pas, qui est toujours présent du côté de AEW, surtout à Dark d'ailleurs. Il a un programme avec Peter Avalon du côté de AEW Dark, et à cette époque-là, il avait affronté MJF. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. MJF qui avait gagné grâce à une soumission, voilà, un armbar très bien exécuté. MJF qui était directement proposé comme un programme intéressant, en tout cas de AEW, qui allait être un programme très intéressant pour la suite d'AEW. On a eu SCU également, voilà, on avait un programme autour de SCU pour les titres par équipe. SCU et les Lucha Brothers à l'époque. On avait le programme Hangman Page qui existe toujours, qui était présent. Il avait affronté Pac, qui malheureusement lui n'est plus présent depuis un bon moment. Pac qui avait remporté le match grâce à une soumission, et c'était très très chouette. Voilà, j'adorais vraiment ce programme entre Hangman Page et Pac, qui était vraiment un très très chouette programme. Et on avait également la première championne AEW Women's qui a été couronnée durant ce show. C'était Nyla Rose et Rio qui s'affrontaient. Nyla Rose qui avait gagné, il me semble, une sorte de casino battle royale au pay-per-view d'avant pour avoir cette opportunité. Rio qui avait gagné sa chance, il me semble, dans un tournoi, je ne sais plus du tout, je suis vraiment désolé. Et c'était Rio qui a remporté cette ceinture féminine, qui du coup est devenue la première championne féminine. Rio, voilà, c'était un programme assez, je vais pas dire étonnant,
Mais voilà, je vais d'ailleurs prendre mes notes. Hop, on va regarder la suite pour le programme Women's. Je vais m'attarder sur ce programme Women's directement tout de suite avec vous. Pour un petit peu parler d'ailleurs du cas Women's de ces 1 an. Donc du coup, on a eu la première championne, Nyla Rose, Rio, pardon, comme je l'ai dit. La deuxième championne, Nyla Rose, qui a remporté le titre le 12 février 2020. Dans un show Dynamite qui était à Houston, au Texas. Et enfin, Hikaru Shida qui a remporté le 23 mai 2020 à Double or Nothing la ceinture féminine contre Nyla Rose, du coup, et c'était à Jacksonville en Floride. Donc du coup, dans ces shows à huis clos, voilà, elle a remporté le titre féminin, et du coup, depuis, elle est championne féminine. Elle a également un programme en ce moment avec la championne NWA Thunder Rosa. Et voilà, on va parler de cette division féminine, de ces 1 an de dynamite féminine. Qu'en est-il? Alors, qu'en est-il pour en revenir sur les sujets, voilà, on va pas se mentir, la division féminine n'existe pour l'instant pratiquement pas. On commence à avoir des bribes ces dernières semaines à peine autour du coup de Thunder Rosa et Hikaru Shida, et également d'un autre côté, on a Ivlis et Diamante, qui forment une équipe, qui ont d'ailleurs remporté un tournoi féminin par équipe, qui pour moi était d'ailleurs un tournoi féminin par équipe totalement inutile. Je sais pas pourquoi il y a eu ce tournoi, à part si c'était pour mettre les deux, mais alors on aurait pu trouver vraiment une autre manière de mettre les deux en avant. Et du coup on se retrouve avec une division féminine qui n'existe pratiquement pas. Rio qui est devenue totalement absente, il me semble qu'elle est bloquée au Japon, mais ça c'est notre histoire. Nyla Rose qui tourne désormais en rond, elle est comme manageuse Vicky Guerrero désormais, elle bat quelques jobbeuses sans plus, voilà. Et à peine, hein, j'ai regardé le show AEW Dark de la semaine dernière, et c'était un match beaucoup trop long pour une jobbeuse, voilà, elle a affronté une jobbeuse, ça a duré beaucoup trop longtemps. Nyla Rose c'est quelqu'un qui doit dominer, et malheureusement elle domine plus du tout, donc forcément on se désintéresse du programme, et c'est vraiment très très dommage. Hikaru Shida, c'est devenu une championne comme assez intéressante, elle offre des bonnes performances, des bonnes prestations. Donc du coup c'est toujours un plaisir de voir ces matchs, mais ça commence à sonner un petit peu creux, voilà, on a envie d'avoir un peu d'intérêt, et ça tombe bien parce qu'on a un programme avec Thunder Rosa, la championne NWA qui vient s'incruster dans le programme Dynamite, qui est très très sympathique. Ils ont affronté une première fois dans le dernier pay-per-view, il me semble, à AEW, où Hikaru Shida en est sorti vainqueuse, je sais pas si on dit vainqueuse, ça se dit pas du tout. Et voilà, maintenant on a un programme autour d'elle qui forment une équipe pour affronter Ivlis et Diamante, comme je l'ai dit, et on commence à avoir vraiment une vraie structure dans la division féminine, c'est vraiment très très intéressant. Mais voilà, en dehors de ça, ça a été une première année très très creuse. On a eu le fameux cas Brandi Rhodes, sur lequel je m'attarde vite fait, qui est pour moi, voilà, c'est pas possible. Voilà, je sais peut-être que vous avez des avis différents, mais Brandi Rhodes, c'est pas une catcheuse. Je pense que ce sera jamais une catcheuse, concrètement. Mais elle veut quand même être présente, donc elle se met en avant, parce que vu que c'est eux qui se bookent, j'imagine qu'elle se met en avant elle-même, mais c'est vraiment pas terrible. Et pour l'instant, ça me convainc pas du tout. Voilà, j'ai envie de voir autre chose. J'ai pas envie du tout de voir Brandi Rhodes catcher. Voilà, même si elle fout un seul kick, moi j'arrive pas du tout à comprendre ce qui se passe. Elle est autour d'un programme avec Anna Jay, qui est la recrue du côté du Dark Order, la recrue féminine du Dark Order, qui s'est fait du coup appeler maintenant la Queen Slayer. Voilà, c'est la tueuse de reine, donc j'imagine c'est Brandi Rhodes la reine. Donc c'est un programme qui est quand même assez intéressant, mais encore une fois, on nous fout Brandi Rhodes, et j'ai vraiment pas envie de voir Brandi Rhodes. D'ailleurs, qu'en est-il de Ali? Si quelqu'un a des nouvelles de Ali, de Bunny, dites-moi, parce qu'elle a totalement disparu depuis la fin de ce tournoi par équipe avec Brandi Rhodes. On a eu des nouvelles recrues, on a eu Tai Kunti, qui est ancienne Taira Kunti du côté de NXT, hein, qui était du côté de NXT, qui s'est fait licencier il y a quelques temps maintenant. J'essaye de prendre des petits raccourcis en même temps. Hop, excusez-moi, je suis en train de rechercher le roster, parce que comme un idiot, je suis pas allé dans le roster. Donc là, je vais avoir le roster officiel de AEW Dynamite pour un petit peu parler du roster féminin. Du coup, du roster féminin, donc j'ai déjà parlé de Anna Jay, qui est la Queen Slayer du Dark Order. Également, j'ai parlé de Hikaru Shida, de Nyla Rose, de Rio, vite fait, parce qu'on ne la voit plus depuis un petit moment, Tai Kunti, voilà. Je vais m'attarder vite fait sur le cas Shana, voilà, le cas Shana, notre franco-portugaise qu'on aime tant. On attend vraiment de la revoir, hein, du côté de AEW. Pour moi, c'est vraiment un très très bon ajout. Et comme quoi, voilà, c'est ce que je disais, ça revient en plus sur le sujet du catch en France que je parlais. Donc comme quoi, on retombe toujours sur nos pattes, hein, sur Rattrape.
C'est voilà, c'est une catcheuse qui a beaucoup évolué en France et qui est une très bonne catcheuse. Il me semble qu'elle avait un programme avec Nyla Rose avant le début du Covid, qui a dû s'arrêter forcément, mais j'ai vraiment hâte de la revoir du côté d'AEW, parce que pour moi c'est vraiment un bon ajout, un très bon ajout, autant au niveau de son personnage qui est très appréciable, donc c'est une babyface naturelle un petit peu, et sur un ring c'est toujours super cool, donc j'ai vraiment hâte de la revoir. Je m'attarde vite fait sur le cas également, pourquoi je dis tout le temps vite fait, je vais même pas m'attarder vite fait, je vais m'attarder sur le cas du catch japonais. On savait que le catch japonais, les catcheuses japonaises, c'était quelque chose de très attendu du côté d'AEW, tout simplement parce que c'est Kenny Omega qui avait un petit peu chapeauté le début. Je sais pas s'il est encore impliqué dans la division féminine, mais en tout cas, voilà, c'était beaucoup impliqué dans le début de la division féminine. Donc on a vu beaucoup de recrues japonaises, parce que voilà, c'est un grand fan du catch japonais, du catch féminin japonais. Donc voilà, on a eu du coup Ryo, comme je l'ai dit, qui est un petit peu sa favorite, qui a été la première championne AEW. Malheureusement, c'est un run qui, pour moi en tout cas, a été oubliable et oubliable, à part sa première prestation contre Nyla Rose, et encore pour moi il y avait des défauts dans cette confrontation. Voilà, il n'y avait pas grand chose de plus. Vraiment, pour moi, le meilleur moment, c'est triste à dire, hein, mais le meilleur moment de la carrière de Ryo à AEW, c'est quand elle perd son titre contre Nyla Rose, parce que je me suis dit, waouh, elle a pris une sacrée raclée. Elle a très bien vendu, et maintenant on passe à autre chose. Et voilà, malheureusement on l'a pas revu, donc voilà. Mais voilà, c'était pour moi le meilleur moment de sa carrière. On a également, du côté des catcheuses japonaises qui étaient venues, on a eu Emi Sakurai, qui a fait plus office de comblage, comblage de trous par-ci par-là dans des matchs par équipe, et dans quelques matchs solo, mais sans plus, on n'a pas vu grand chose de plus. Donc c'est un personnage assez atypique, hein, assez marrant, un petit peu à l'humour japonais, j'ai envie de dire, même si voilà, on n'a pas encore assez vu, j'aimerais bien en voir un petit peu plus. Et la dernière, sur laquelle je vais m'attarder de cette division nippone féminine de AEW, c'est la fantastique Yuka Sakazaki, qui pour moi est une catcheuse incroyable. J'ai vraiment hâte de la revoir, même si je pense honnêtement que ça va pas passer du côté des fans de AEW, du public américain, parce que c'est un personnage assez... je vais pas dire fragile, mais qui s'accorde pas vraiment avec ce que les Américains ont l'habitude de voir du côté d'une division féminine, et surtout je pense pas que c'est ce qu'ils attendent forcément d'une division féminine en 2020 ou en 2021, mais voilà, c'est quelque chose de très étrange, mais moi je suis un très grand fan de Yuka Sakazaki, donc j'espère la revoir, parce qu'elle a le total package. Pour moi, la total package, voilà, c'est une babyface incroyable. Elle a un catch qui est super appréciable à regarder. Elle a une attitude, elle est super cool, voilà. Donc j'ai vraiment hâte de la voir. C'est un petit attardé sur Yuka Sakazaki que j'adore tout particulièrement. On a eu Chris Statlander, qui également est venu rejoindre les rangs de AEW, de la division féminine d'AEW quelques temps après le début, et qui est aussi un personnage, voilà, son personnage d'Alien qui est super appréciable. Malheureusement, actuellement, elle est blessée. Mais c'est vraiment dommage, parce qu'elle avait un programme, il me semble, avec Britt Baker juste avant sa blessure, et qui était très intéressant. Donc j'ai vraiment hâte de la revoir catcher sur un AEW, parce que c'est l'un des personnages qui m'intéresse le plus. Elle a un gabarit qui est très intéressant à regarder, et également un personnage qui est aussi très appréciable. En parlant de Britt Baker, je vais m'attarder sur son cas. Elle vient de revenir à l'action ces dernières semaines où je suis en train d'enregistrer, donc on la revoit enfin. Elle est toujours accompagnée de Rebea, je sais pas comment ils veulent qu'on le prononce, Rebelle, l'ancienne Rebelle de TNA, qui est un duo très intéressant, j'apprécie vraiment beaucoup les regarder, et j'ai hâte de voir la suite pour Britt Baker, qui pour moi peut être la heel majeure de cette division féminine. Comme quoi j'avais pas du tout le même discours il y a un an, il y a eu une évolution par rapport à Britt Baker depuis un an, et c'est vraiment très appréciable. Pour le coup, pour moi, c'est elle qui a la plus grosse marge de progression, et qui peut être la plus intéressante à regarder par la suite. Voilà, en gros, on a eu Big Swole également, mais je suis pas un très grand fan de Big Swole, qui a rejoint les rangs également après, mais qui pour l'instant, pour moi, ne me convainc pas. Voilà, même si je comprends tout à fait son style, mais ça me convainc pas. Donc on a hâte de voir la suite, ce qu'elle peut nous proposer. Et plus récemment, on a Serena Deep, l'ancienne catcheuse qui a également catché du coup à WWE, qui a fait partie de la Straight Edge Society avec CM Punk, qui vient d'être engagée du côté de AEW, donc ça peut être aussi un très bon ajout. Et comme je l'ai dit, Ali, qui est portée disparue et qui était à la base la manageuse de The Butcher and the Blade, sous le nom de The Bunny, et qui ensuite, d'une manière assez inexpliquée,
est devenu juste Ali et accompagnait Quitty Marshall et faisait équipe avec Brandy Rhodes. Voilà, un programme qui pour moi était totalement inutile. La seule chose qui pouvait régler cette histoire, c'était que Ali était en fait une heel qui s'infiltrait chez les Face pour ensuite que The Butcher and the Blade viennent les défoncer, mais finalement ça semble pas le cas. Donc je suis très très déçu. On va aussi s'arrêter sur la feud, la rivalité qui s'est arrêtée précipitamment, l'aveu de Brandy Rhodes d'échec de ce programme. C'était autour de Brandy Rhodes qui était la leader du Nightmare Collective. Il me semble que c'était le Nightmare Collective, voilà, qui était accompagné de Awesome Kong, il me semble, et de Mel, qui est toujours présente mais qu'on voit plus beaucoup, qui a les cheveux rasés. Et voilà, c'était un collectif qui voulait un petit peu détruire les autres femmes pour prendre le pouvoir, j'ai pas trop compris. Mais voilà, finalement, le programme était totalement abandonné, tout simplement parce qu'ils savaient pas quoi faire avec et que ça fonctionnait pas du tout. Et que voilà, les fans n'en avaient rien à foutre. Et c'est très bien. C'est très bien d'avoir abandonné cette réalité. Même si j'aurais quand même aimé avoir une sorte de fin, de groupe, quelque chose comme ça, quelque chose qui justifie la fin du truc. Mais ça n'a pas forcément été le cas. Ils ont juste arrêté ça du jour au lendemain. Et c'est quand même sympa, mais dommage de ne pas avoir au moins conclu le truc de manière officielle. Voilà, donc je sais même plus où j'en étais. Voilà, on était sur le premier show à WWE Dynamite, et le main event, c'était un match à 6, 3 contre 3, Kenny Omega et les Young Bucks qui affrontaient Santana Ortiz et Chris Jericho. Chris Jericho qui à l'époque n'était pas leader du Inner Circle, c'est d'ailleurs après cette nuit-là que le Inner Circle s'est créé, hein. C'est la fin du premier AEW Dynamite, le Inner Circle qui se crée donc avec Jack Hager, bien sûr, et Sammy Guevara qui viennent pour un petit peu aider les heels et former officiellement le Inner Circle. Et dans ce main event, il y a aussi quelque chose de très important, c'est Jon Moxley, les débuts de Jon Moxley qui est arrivé pour détruire Kenny Omega. Voilà, donc il l'a pris directement pendant le combat, il l'a amené à l'extérieur, il l'a frappé, il l'a fait passer à travers une table directement avec son Paradigm Shift, il me semble que c'est ça le nom de son finish, hein, le Paradigm Shift. Et c'était le début de la rivalité entre Kenny Omega et Jon Moxley, forcément, qui a amené ensuite un match à Full Gear, un match qui était extrême, qui d'ailleurs a eu beaucoup de critiques négatives, on pourrait dire. C'était un match non sanctionné par la WWE, donc voilà, ils fermaient les yeux sur ce match-là. Et ça a été un match très très violent, comme on a peu l'habitude de le voir dans des grosses promotions comme ça. C'était voilà, un petit peu pour affirmer leur alternative à WWE, on va pas se mentir. Pour dire, vous avez vu, nous on fait ce genre de match en 2020, enfin en tout cas en 2019 à l'époque, et WWE le fait pas du tout, donc voilà, ils voulaient vraiment créer cette sorte d'alternative, et c'était très très plaisant à voir, même si le match est un petit peu long entre Jon Moxley et Kenny Omega à Full Gear, c'était quand même très très appréciable, et c'était assez violent, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Après peut-être que les gens qui sont fans de catch hardcore, de catch extrême diront que c'était pas si violent que ça, mais pour du catch mainstream, pour moi c'est vraiment quand même une bonne dose de violence sur lequel on s'attend pas forcément. Voilà, donc du coup ça c'était le premier show à AEW Dynamite, hein, donc comme je l'ai dit, une ouverture avec Cody, donc pour directement mettre en place le pilier, l'élu, on pourrait dire, l'élu de AEW, donc Cody, hein, le Jésus de Nazareth, on pourrait dire, voilà. Après on enchaîne avec MJF, donc pour un petit peu mettre en place le futur de la compagnie, hein, les jeunes loups avec Brandon Cutler et MJF, c'était très très plaisant. Ensuite on a eu un match entre Eggman Page et bien sûr PAC, qui était un programme qui avait déjà été mis en place ces derniers mois, parce qu'on a eu des pay-per-view avant AEW Dynamite. On a eu quelques pay-per-view hein, du côté d'AEW, c'était pas le début, hein, c'était vraiment le début des shows hebdomadaires, pour vraiment mettre en place après la suite. Mais là c'était, voilà, il y avait déjà eu un programme entre Eggman Page et PAC, qui pour le coup a eu une sorte de conclusion, on pourrait dire, parce que normalement il devait avoir lieu plus tôt, dans un pay-per-view plus tôt, mais il me semble qu'il y a eu quelque chose qui avait empêché ça à All Out, entre PAC et Eggman Page. Et du coup on a eu cette confrontation là qui était une confrontation qu'on attendait beaucoup et qui était quelque chose de très sympa à voir, donc c'était vraiment super cool. La division féminine qui est également mise en place avec du coup Nyla Rose et Rio, avec du coup la première championne Rio, et du coup le main event avec le Star Power bien sûr, et un petit peu d'extrême qu'on vient rajouter dessus pour saupoudrer la chose, et création d'un clan qui va ensuite amener à la création d'autres clans, des choses comme ça, et ça c'est très très sympathique. On passe au premier pay-per-view qui a eu lieu du côté d'AEW, hein, c'était le Full Gear qui était en novembre il me semble, voilà, le 9 novembre 2019, avec une belle carte
qui du coup avait été hypé bien sûr par les Dynamite précédents. Ça c'était cool du coup, hein. On a eu un mois de préparation avec les Dynamite pour mettre en place ce pay-per-view, et ça pour le coup c'était la proposition très intéressante du coup avec ces shows hebdomadaires, hein. C'était de mettre en place les pay-per-view grâce au show hebdomadaire. Donc du coup on a eu en début de show, il me semble que c'était le pré-show, enfin c'est pas le pré-show, c'est le buy-in comme ils appellent ça, du côté de W bien sûr. C'est Britt Baker contre Bea Priestley. Si je n'ai pas cité Bea Priestley dans la division féminine, c'est tout simplement parce qu'elle n'est plus dans la division féminine de AEW. Donc du coup on avait une réalité avec Britt Baker face contre Bea Priestley Hill, qui était une réalité qui m'intéressait énormément enfin je vous avoue, hein, c'était l'une des réalités qui m'intéressait le plus au tout début d'AEW. Voilà, que ce soit homme ou femme confondu, c'était vraiment l'une des choses qui m'intéressait le plus. Et on a eu un match qui était très sympathique, c'était Britt Baker qui malheureusement pour moi a gagné sur soumission. J'aurais vraiment beaucoup préféré voir Bea Priestley, ça se dit pas ce que je viens de dire, hein, vraiment là, beaucoup apprécié, pas du tout. Voilà, c'est malheureusement une défaite de Bea Priestley qui va enchaîner il me semble avec quelques autres défaites avant de disparaître totalement de AEW, et pour moi c'est un gros échec du côté de la All Elite. C'est Bea Priestley et tout son programme autour de Britt Baker. Voilà, le premier match officiel de la carte, c'était les Proud and Powerful, Ortiz et Santana, qui affrontaient les Young Bucks. C'était voilà, un match simple par équipe, donc avec deux grosses équipes qu'on attendait beaucoup. Proud and Powerful qui venaient du coup d'arriver, hein, il me semble qu'ils sont arrivés juste pour le premier Dynamite, ils n'étaient même pas apparus avant, et qui venaient tout droit du côté d'Impact, gros coucou à Impact. Et du coup on avait cette confrontation entre les Young Bucks qu'on attendait beaucoup là. Proud and Powerful contre les Young Bucks. Pour ceux qui se rappellent pas, mais il y a un an, donc du coup pour le premier, tout simplement quand Proud and Powerful sont arrivés du côté de W, c'était vraiment un match qu'on avait vraiment beaucoup envie de voir avec les Young Bucks, et c'est ce qu'on a eu. On a eu un match de 21 minutes gagné par Proud and Powerful, donc les Young Bucks qui perdent au premier pay-per-view directement à l'ouverture du pay-per-view. Ça c'était très surprenant, je vous avoue, mais ils ont quand même très bien fonctionné, c'était super cool à voir. Je vous invite même à aller revoir, pourquoi pas, le pay-per-view si vous voulez vraiment vous mettre dans l'ambiance. On a eu une revanche entre Eggman, Adam Page et Pac dans un match simple, un match qui est remporté par Eggman Adam Page contre Pac dans un match de 18 minutes. Voilà, c'était un match aussi très plaisant. Franchement, les confrontations entre Eggman Page et Pac étaient toujours très plaisantes. Donc voilà, c'est super cool. On a eu, je viens de voir ça, j'avais totalement oublié. On a eu le fils prodigue également, qui venait tout droit, voilà, de WWE. Là on l'utilisait très mal, du coup il est venu à AEW pour aller rejoindre son pote Cody, pour qu'on l'utilise vraiment mieux, et du coup, hein, forcément vous l'avez vu cette année, c'est totalement ironique ce que je suis en train de dire, vous l'avez vu cette année, il a eu vraiment une très bonne exposition. C'est Shawn Spears, Shawn Spears qui est accompagné de Tully Blanchard et qui affronte Joey Janela, un match qu'il remporte, j'ai envie de dire, logique, merci à vous, y a rien à voir, voilà. La cinquième confrontation, c'était pour les titres par équipe, qui allait couronner du coup les premiers champions par équipe du côté d'AEW. C'était les SU, représentés par Frankie Kazarian et Scorpio Sky, qui affrontaient les Lucha Brothers, et également les Private Party. C'était avec 3 équipes, et c'est un match remporté par SU, à mon grand étonnement. Je vous avoue que je pensais pas du tout qu'ils allaient remporter ce match, et du coup devenir les premiers champions par équipe d'AEW, mais ça a été le cas. Un match de 13 minutes qui était très sympathique. Ça a réussi à mettre en place aussi les Private Party, qui malheureusement pas fait non plus des étincelles depuis un an, même s'il y a eu de l'idée, mais voilà, c'était un match très intéressant sur la carte et qui n'a pas pris trop de temps, donc ça a aussi été très sympa à voir. On a la première remise en jeu du titre féminin, c'est Ryo qui affronte Emi Sakurai, donc un match 100% nippon. J'imagine que c'est pour que Ryo ait des facilités à catcher avec une japonaise, avec quelqu'un qu'elle connaît déjà. C'est un match de 13 minutes, mais franchement, il était oubliable. Voilà, j'ai pas vraiment apprécié ce que j'ai vu, je vous avoue. Comme ce qu'il y a eu assez régulièrement, malheureusement, du côté de la division féminine d'AEW, c'était très oubliable la plupart du temps. Et le main event qu'on a eu, donc Chris Jericho, le champion AEW, qui remet en jeu son titre, accompagné par Jake Hager, son bras droit, qui met du coup en jeu son titre contre Cody, qui était lui accompagné de MJF par soumission, tout simplement. C'est MJF. D'ailleurs, c'était pas le main event parce qu'il y a eu le John Moxley, Kenny Omega, mais c'était un match qui était pas sanctionné par W, donc c'était pas vraiment le main event, si on essaie d'être officiel, voilà. Mais voilà, c'était un match qui était quand même très sympathique, et c'est tout simplement MJF qui jette le drapeau blanc pour Cody. Du coup, Cody perd son match et n'aura plus jamais d'autre opportunité au titre AEW.
Et c'est à ce moment-là que MJF a fait son heel turn en frappant Cody et en le laissant au sol agonisant comme une grosse merde, on pourrait dire. Voilà. Je suis en train de me rendre compte que je suis en train de faire beaucoup d'apartés pour pas grand-chose, parce que les résultats vous pouvez les avoir. Mais ça également, ça remet un petit peu le contexte en place du début d'AEW, pour ceux qui s'en rappelaient pas, mais voilà. Sur ce pay-per-view, qu'est-ce que j'ai à dire? MJF, pour moi, je l'ai déjà dit à l'époque dans mes critiques, qui sont plus disponibles, mais je l'avais déjà dit. Pour moi, le heel turn de MJF est arrivé beaucoup trop tôt. Voilà, on était à un mois, même pas un mois et demi après le début de la double Dynamite. Et MJF devient officiellement heel en trahissant Cody pour un match qui pour moi était beaucoup trop, avec beaucoup trop d'enjeux, alors que ça faisait si peu de temps qu'on était dans le programme. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de Cody, mais alors c'est pas du tout mon cas, et à cette époque-là en tout cas, j'en trouvais qu'il faisait vraiment, mais vraiment toute une caisse de ce qu'il faisait. Voilà, il a eu cette magnifique promo, en tout cas magnifique pour la plupart des gens, mais apparemment pas moi. Où Cody disait que s'il faisait ça, c'était pas pour les morts, c'était pas pour son père, c'était pas pour ça, c'était pour les vivants, c'était pour sa famille, c'était pour ses frères et sœurs, c'était pour sa femme et tout ça. Et certes, c'était une promo qui sur le papier peut être incroyable, mais alors c'était vraiment tellement tôt, tellement hors contexte que j'ai vraiment pas compris pourquoi il y avait autant d'applications autour de ce titre qui était clairement un titre trop récent pour qu'on ait une réelle, je sais pas. Quelque chose aussi impactant quoi. Si ça avait été le titre NWA, j'aurais dit pourquoi pas. Mais alors là, c'était pas du tout le cas. Donc les promos de Cody pour moi sonnaient à l'époque totalement fausses. Le MJF qui était assez arrogant mais qui accompagnait Cody, c'était aussi très intéressant. Et j'attendais, comme à peu près tout le monde d'ailleurs, j'attendais son heel turn qui arrivait pour moi beaucoup trop tôt. Suite à ça, on a eu un programme autour de MJF et Cody qui a duré plusieurs mois jusqu'en février. Et depuis, MJF n'a quasiment rien fait. Voilà, il a affronté Jon Moxley pour le titre AEW après, mais il n'a pas remporté et ça tourne en rond. Pour le coup, MJF, ça tourne en rond. Cody s'est rabattu sur un titre secondaire que j'imagine il a créé parce qu'il avait plus le droit du titre AEW. Mais voilà, bien sûr, je rigole. Hein, voilà, je fais un petit tacle, c'est pas méchant. mais voilà. Du coup, c'était très très étrange à voir. Ce heel turn, c'était trop tôt, en plus c'était le premier pay-per-view qui arrivait, après les shows hebdomadaires c'était le premier pay-per-view, et du coup j'avais eu extrêmement de mal, je me rappelle à ce moment-là, je me suis dit putain qu'est-ce qu'ils sont en train de nous proposer, c'est ridicule, sachant également que les 3 ou 4 premiers Dynamite sont tous finis en bagarre générale, et ça j'en avais eu extrêmement marre, je me rappelle à l'époque j'en avais vraiment eu marre, je voulais pas voir toujours des salades de choux comme je les appelais. En fin de show, c'était pas possible, voilà, c'était WCW-esque, et je voulais pas du tout voir ça, je voulais pas voir le retour de la WCW, voilà, moi je voulais voir AW, et j'ai eu beaucoup de mal sur les premiers shows, je vous avoue, c'était très perturbant, même si la proposition catch était quand même très intéressante. Donc du coup, voilà. Pour le titre AEW champion du monde, on va revenir sur ça, on a eu actuellement 2 champions, on a eu Chris Jericho, du coup, comme je l'ai dit, qui était champion en août 2019 à All Out 2019, il a gagné sa ceinture jusqu'en février 2020, donc contre Jon Moxley à Révolution, AEW Révolution, digne d'un show français comme quoi, on revient toujours sur le show français. Et depuis, on n'a pas eu de nouveau champion. Jon Moxley est toujours champion. Il a affronté pléthore de challengers qui n'ont jamais réussi à faire la différence. Et actuellement, je trouve personnellement que ça commence un petit peu à tourner en rond parce qu'on a des programmes qui sont malheureusement assez creux. Voilà, il manque un petit peu de profondeur, il manque un petit peu de réelle, de réelle concurrence. À Jon Moxley actuellement, voilà, on a des champions. Enfin, on a en tout cas un champion qui est dominant et qui est très très bien booké. J'adore vraiment le booking de Jon Moxley pour le coup, hein, du côté d'AEW. Mais pour moi, il manque des adversaires forts en face qui arrivent à tellement le mettre mal qu'à des moments, je me dis, bon, ça y est, il va se faire battre. Et actuellement, c'est pas forcément le cas. Donc, on se retrouve un petit peu voilà, un petit peu perdu. On a eu également d'autres ceintures du côté de WWE, comme je l'ai dit, hein, j'ai déjà fait la partie sur le titre féminin, on a eu 3 championnes. On a eu du coup le titre par équipe que je suis en train de récupérer. Voilà, on a eu plusieurs champions. On a eu actuellement 3 champions, 3 équipes championnes. On a eu du coup, comme je l'ai dit, SCU, donc Frankie Kazarian et Scorpio Sky qui ont été les premiers champions. Ensuite,
On a eu Eggman, Adam Page et Kenny Omega qui ont formé une équipe et qui sont devenus champions par équipe dans cette magnifique croisière de Jericho qui avait lieu en janvier 2020, le 21 janvier 2020 plus précisément. Donc à bord du bateau, ils sont devenus les nouveaux champions par équipe, et un règne qui a duré pas mal de temps parce qu'ils viennent à peine de se faire prendre les titres. C'était le 5 septembre 2020 à All Out. C'était FTR, donc Cash Wheeler et Dax Harwood, pardon, qui sont les anciens Revival du côté de NXT et WWE, donc Scott Dawson et Dash Wheeler, il me semble, à l'époque. Donc voilà, un nouvel ajout également à la division féminine, féminine pas du tout, à la division par équipe, qui est un énorme ajout. Voilà, tout le monde savait que ces deux-là allaient arriver du côté de W1, ça faisait pas du tout de doute. Et voilà, voilà, on attendait forcément cette arrivée. Et pour l'instant, c'est un programme qui m'intéresse beaucoup, hein, autour de cette division par équipe. Pour moi, c'est vraiment le point fort du côté de AEW, c'est cette division par équipe qui propose toujours du très très bon catch. Malheureusement, on commence un petit peu aussi, je trouve, à tourner en rond. Les Best Friends commencent à enfin être mis en avant comme vraiment une équipe, comment dire ça, une équipe qui peut faire la différence. Plus de nouvelles des Lucha Brothers, voilà, ils n'existent plus. Malheureusement aussi, The Butcher and the Blade sont devenus totalement absents. Voilà, ils n'existent plus, hein, apparemment, c'était pas du tout l'intention du truc. Donc voilà, The Butcher and the Blade, malheureusement, c'était pour moi l'une des équipes qui m'intéressait vraiment beaucoup et qui n'est plus présente. On a également eu, et on a encore officiellement Angelico, et également, comment s'appelle son compatriote, est-ce que vous l'avez trouvé, vous, en commentaire? Je ne sais pas. Est-ce que je suis en train de chercher également? Comment il s'appelle? J'ai totalement oublié le nom du compatriote de Angelico. C'est Jack Evans, voilà. Oh là là, suis-je bête, en plus, Jack Evans, comme on l'adore. Qui eux aussi ne sont plus du tout présents, hein, du côté de AEW Dynamite, ça fait très longtemps qu'on les a plus vus. Les privés de partie qui ont eu quand même un run très intéressant. Je rappelle que dans le premier tournoi qui déterminait les champions par équipe, hein, donc il y avait eu un tournoi pour déterminer les challengers, tout ça, les quarts de finale, les choses comme ça, ils avaient réussi, il me semble, à battre directement les Young Bucks directement dès le premier tour. Voilà, ça c'était un gros choc. Et voilà, actuellement je commence à avoir du mal aussi avec eux parce qu'ils ont pour moi un manque d'expérience qui se voit directement. Donc j'espère en voir plus. Il y a eu des nouvelles équipes qui ont immergé. C'est Dustin Rhodes et également son collègue, je peux pas dire son beau-frère, c'est pas du tout son beau-frère, Quitty Marshall. Voilà, c'est une équipe qui passe bien. J'avais vraiment du mal au début parce que j'arrivais pas à comprendre la cohérence entre les deux. Mais ça fait bien le taf, donc pourquoi pas. Voilà, on a eu, comme je l'ai dit, The Butcher and the Blade, les Best Friends, toujours accompagné d'Orange Cassidy qui commence à être vraiment mis en avant. On a eu du coup le Inner Circle avec maintenant cette nouvelle équipe qui est Jack Hager et Chris Jericho qui prennent un petit peu la relève de Ortiz et Santana qui sont plus du tout dans la course. On a eu les Jurassic Express qui est pour moi une équipe toujours super cool qui malheureusement n'est pas mise en avant. Je sais pas vraiment ce qu'ils attendent pour être mis en avant, mais pourquoi pas. Et on a eu également le Dark Order qui pour moi est l'une des équipes les plus intéressantes, quelle que soit leur configuration d'ailleurs, que ce soit Evil Uno et Stu Grayson qui font équipe qui est une équipe mais qui a fait des années en indépendant, hein, je sais pas pour ceux qui ne le savent pas, ça fait quand même bien 10 ans peut-être qu'ils font équipe en indépendant et qui voilà, ils se connaissent par cœur donc ça se voit directement. C'est d'ailleurs assez étonnant parce que les gens quand ils le regardent se rendent pas compte à quel point ce qu'ils font et mérite des années d'entraînement ensemble pour arriver à avoir une telle cohésion. Voilà, on a également le John Silver et Alex Reynolds, il me semble qu'il s'appelle comme ça, Alex Reynolds, qui forment une bonne équipe, hein, du côté du Dark Order. Ils arrivent vraiment à avoir une cohésion. Pour le coup, je sais pas du tout si ils ont déjà catché en équipe avant. Il me semble que non. Mais en tout cas, sur les deux, ils arrivent à avoir vraiment des bons enchaînements et j'arrive vraiment à apprécier ce qu'ils font. Donc voilà, et également du coup l'équipe de Eggman Page et de Kenny Omega qui a été une équipe formée un petit peu sur le tard, mais qui a eu un très bon run, et heureusement d'ailleurs que cette équipe n'est plus associée désormais, parce que certes le run de champion par équipe était très bon, mais j'ai toujours eu du mal, hein, je vous avoue, même si je suis fan de Kenny Omega, j'ai toujours eu du mal avec cette équipe, qui pour moi n'arrivait pas à trouver une cohérence. C'est d'ailleurs fait exprès dans leur programme qu'ils n'arrivaient pas à trouver une cohérence. Voilà, en gros, hein, on a eu également le titre TNT qui a été remporté par Cody au début, et puis monsieur Brody Lee a réussi à remporter la ceinture juste après.
Et en parlant de booking, quand je parle de booking de Hangman Page et de Kenny Omega, on va parler du booking sur un an. Sur ce booking à long terme, vous voyez pas, mais je suis en train de mettre des gros guillemets, que proposait AEW Dynamite. Voilà, certes, on a eu ce magnifique overhaul, comme ils appellent ça, donc ces magnifiques victoires et défaites, voilà, les victoires et défaites qui étaient remises en place. À la base, c'était une proposition très intéressante, mais quand tu commences un show hebdomadaire, c'est très très vite compliqué à réguler ce genre de choses, parce qu'on se retrouve vite avec des chiffres totalement disproportionnés, et c'est totalement le cas actuellement. Les victoires et défaites ne comptent plus, voilà, on va pas se mentir, hein, les victoires et défaites ne comptent plus, on a des challengers qui sont pas forcément les mecs qui ont le plus de victoires et le moins de défaites, c'est à peu près comme ils veulent, quand ils veulent, et certes ils essayent toujours de miser sur ça, mais pour moi ça n'a aucun sens, actuellement ça n'a aucun sens, à part faire des stats en plus, et faire semblant d'avoir des stats qui servent à quelque chose, parce que c'est pas du tout le cas. Voilà, je sais pas si vous pensez du tout comme moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais actuellement, moi, tout ce qui est stats de victoire et défaite, c'est inutile, vraiment inutile. Pour ce qui est du booking à long terme, on a des bookings qui sont à long terme, hein, ça on va pas se mentir, mais on a également beaucoup de plans qui ont changé de direction, hein, tout simplement, même si ils ont réussi à très bien se rattraper pour qu'on croit que c'était pas le cas, mais c'était le cas, comme Hangman Page qui était censé être le visage de la AEW, pardon, directement dès l'ouverture avec ce programme contre Chris Jericho et même contre Pac, qui n'a pas été le cas tout simplement parce que les fans commençaient à voir le forcing en fait en Hangman Page, et du coup ils sont forcément un petit peu rebellés, et ils ont réussi à rattraper ça avec cette histoire de mec un petit peu dépressif qui après se rejoint avec Kenny Omega pour devenir champion par équipe. Et voilà, c'était très bien rattrapé de leur part, mais c'était vraiment pas le programme qu'ils avaient à la base, et ça se sent. Il y a eu des choses comme ça qui étaient pas des programmes de base, hein, ça c'est sûr et certain, et qu'ils ont réussi à bien rattraper. Et c'était fait de belle manière. En tout cas, la cohérence, on va dire, du côté de WWE, c'est quand même très sympathique à voir, parce qu'il y a je trouve en tout cas qu'il y a une certaine cohérence. Et du coup, c'est quand même plaisant à voir, même s'il y a des programmes qui pour moi ne m'intéressent pas, et que je trouve d'ailleurs assez farfelus à des moments. Je voulais m'attarder sur un autre point, sur AEW, sur cette première année de AEW Dynamite, mais je vous avoue que je sais plus lequel. Voilà, oui, c'est ça, c'était, je viens de voir sa tête, je viens de voir la tête de Brian Cage, du coup j'ai pensé à ça. C'est cette histoire de recrutement. Voilà, je m'arrête très rapidement pour clôturer un petit peu le sujet, parce que je commence un petit peu à tourner en rond. L'histoire de recrutement du côté de WWE, c'est qu'on a ces derniers mois, ces dernières semaines, beaucoup de recrutements du côté d'AEW, et je n'arrive sincèrement pas à comprendre, à part si c'est pour offrir un emploi à tout le monde. All Emploi Wrestling, hashtag All Emploi Wrestling, n'hésitez pas à l'employer vous aussi. Mais on a beaucoup de recrutements pour finalement un show Dynamite qui est pas si long que ça, hein. On n'est pas sur du 3 heures, il me semble qu'on est sur du 2 heures, 1h30, peut-être quelque chose comme ça. Et forcément, on peut pas avoir tout le monde en programme, donc du coup on se retrouve avec un énorme roster, beaucoup de personnes engagées, et finalement beaucoup de gens qu'on ne voit jamais, à part si vous regardez AEW Dark, et encore, beaucoup de gens qu'on ne voit jamais. On a eu également ces gens qui sont venus de WWE. Donc on a eu une vague un petit peu, voilà, c'était une polémique très légère, mais on a eu une vague de AEW, ils reprennent les mecs de WWE, c'est un petit peu la poubelle machin, et les gens qui disaient mais n'importe quoi, il faut bien sûr que les mecs puissent pouvoir catcher, et Dynamite il leur offre un contrat, bien sûr qu'ils vont accepter, c'est totalement con de leur part. Voilà, l'un ou l'autre des points de vue se tient, mais je vais pas forcément m'attarder plus sur ça, parce que pour moi le vrai problème dans cette chose là, c'est pas qu'ils recrutent des gens qui étaient anciennement à la WWE, c'est qu'ils recrutent trop de gens, tout simplement. C'est qu'ils recrutent trop de gens qui soient à WWE ou pas d'ailleurs, hein, anciens WWE ou pas. On se retrouve avec un roster immense, vraiment, qu'on voit jamais. Pour moi, c'est vraiment très embêtant, au bout d'un an, d'avoir autant de catcheurs. Il me semble qu'on est quand même sur une cinquantaine de catcheurs et catcheuses actuellement sur AEW, et sur un programme d'une heure et demie, 2 heures, c'est pas possible de tous les voir. Donc du coup, j'ai l'impression qu'on se retrouve avec des mecs qui sont finalement juste là pour être engagés et pas plus. Voilà, malheureusement c'est mon point de vue. Après voilà, chacun pense comme il veut, mais pour l'instant moi ça me fait un petit peu bizarre de voir autant de gens dans une promotion si récente et qui proposent malheureusement pas d'autres alternatives que le show principal. Et AEW Dark, qui pour moi est pas vraiment un show qui dure beaucoup trop longtemps, c'est un show sur le principe qui est très, très sympa, hein. C'est un peu l'équivalent de WWE Superstar dans les années 80.
Donc on a surtout des squash matchs, c'est des mecs qui sont sous contrat ou qui sont établis et qui affrontent des mecs qui sont là pour se faire défoncer assez rapidement pour mettre en avant l'autre superstar. Mais AW Dark ça dure 1 heure, voire 1h30, c'est extrêmement long pour des squash matchs. Souvent il n'y a que le main event qui est un minimum travaillé. Donc on se retrouve avec un programme qui est tellement creux que finalement on veut pas le regarder. Donc voilà, à part si prochainement on a un deuxième show, voilà, je le dis, hashtag AEW Lightning, voilà. Mais sinon ça n'a aucun intérêt d'avoir autant de catcheurs actuellement, et je trouve ça très très dommage, même si ça offre un emploi à tout le monde, c'est très très cool, mais avoir des catcheurs pour avoir des catcheurs, pour moi c'est vraiment contre-productif, et surtout que finalement cette année on retombe quand même sur les mêmes catcheurs-catcheuses pratiquement. Qu'il y a 1 an, il y a quelques projets qui sont très intéressants, qui sont l'avenir pour moi de AEW. Donc on a des Darby Allin, bien sûr, on a des Sammy Guevara qui est également l'avenir pour moi de AEW. Et puis on commence à avoir de plus en plus de petits catcheurs qui commencent à un petit peu s'incorporer au truc. Donc voilà, c'est intéressant, les private parties qui tournent toujours, donc c'est toujours sympa de les voir. MJF qui pour moi sera le pilier de AEW, j'ai hâte de voir la suite pour lui. Mais finalement on retombe toujours sur pratiquement les mêmes, ou sur des mecs qui viennent par exemple d'arriver, FTR, les nouveaux champions par équipe, c'est un petit peu le pilier de cette division par équipe, alors qu'ils viennent d'arriver il y a 3 mois peut-être, quelque chose comme ça. C'est très dommage je trouve. Voilà, ça tourne souvent autour des mêmes, et c'est malheureusement des mecs qu'on connaît déjà actuellement. Pour vous faire un petit peu le récap des champions, on a les FTR qui du coup sont champions par équipe, donc je vais le dire, voilà, peut-être que ça va faire débat, mais c'est des anciens WWE. Hikaru Shida qui est championne féminine avec un règne qui commence à être un petit peu, voilà, qui tourne en rond malheureusement. Monsieur Brody Lee qui est champion TNT, qui est également un ancien WWE, et John Moxley qui est champion AEW, qui est également un ancien WWE. Donc voilà, les programmes, voilà, j'ai l'impression de voir des têtes que je connais déjà, mais juste dans une autre promotion. Donc c'est un petit peu dommage. John Moxley qui est actuellement en programme avec Lance Archer, même si actuellement il est confiné en quarantaine. En quatorzaine, on devrait dire maintenant, c'est quatorzaine. Monsieur Brody Lee qui est en réalité avec Cody. Donc voilà, rivalité qu'on a déjà vue et qui est encore présente. Hikaru Shida qui est en réalité avec pas grand monde finalement, à part Thunder Rosa, mais finalement on se retrouve à être plus alliés, et FTR qui est en réalité avec les Best Friends, donc des mecs qu'on connaît aussi déjà beaucoup. Donc voilà, c'était une sorte de point pour dire tout simplement que les projets AEW, les projets purs AEW, pour moi commencent à sortir, mais sont pour moi beaucoup trop en manque, et malheureusement on se retrouve avec un programme qui, en dehors du catch, me désintéresse un petit peu, je vous avoue, je vais pas vous mentir, j'adore les personnages, voilà, comme je l'ai dit, Monsieur Brody Lee, même si je l'ai déjà vu avant en tant que Luke Harper à WWE, Monsieur Brody Lee, voilà, ça manque, je trouve que ça tourne beaucoup trop en rond, et qu'il y a que quelques moments de fulgurance dans leur programme qui me font dire ah ouais, c'est super sympa, et tout le reste, c'est vachement oubliable, c'est assez dommage. Voilà, je m'arrête ici sur ce gros sujet qui est AEW Dynamite, les 1 an, le bilan. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur Twitter, je le répète encore une fois, ce que vous avez pensé de cette première année d'AEW Dynamite, les points positifs, les points négatifs bien sûr. Et on se clôt sur ce débat. Pensez-vous que seuls les catcheurs sont légitimes à parler du business du catch? Voilà, je vous invite à regarder si j'ai fait une petite annotation sur le côté, avec plusieurs réponses, et on reviendra sur ça la semaine prochaine, pour en parler tous ensemble autour de Touche pas à mon catch. On se dit à la prochaine, passez une bonne journée, une bonne soirée, et à plus.